Pour illustrer la pression sur l'électricité qu'exerce l'intelligence artificielle et les data centers, vous avez un exemple concret et très parlant à nous apporter aujourd'hui. Oui, c'est l'exemple d'une habitante de Baltimore qui s'appelle Nike Castrafen et qui a baissé sa consommation d'électricité de 40% et malheureusement sa facture a augmenté de 20%. En fait, dans cette région-là, du côté de Washington, alors du côté est des États-Unis, il y a des data centers qui sont implantés et qui ont une répercussion sur le prix de l'électricité pour le commun des mortels. Donc il y a le Baltimore Gas Electric qui a annoncé en fait qu'il y avait effectivement des augmentations moyennes de plus de $30 par personne par mois suite à ces data centers. Donc on sait que l'AIE avait prévu que suite au développement de l'IA, l'électricité allait doubler pour l'IA d'ici 2030. Là, c'est une illustration et ça montre aussi que potentiellement, il pourrait y avoir des mouvements de contestation. On se refroidit, on chauffe, ou on fait de l'IA. La question reste ouverte. C'est-à-dire que les data centers pourraient nous faire perdre le contrôle de l'énergie? Oui, alors... En fait, il faut vraiment revenir sur l'origine de ce qu'est l'énergie et dans un monde un peu semi-clos comme la Terre. Alors, on nous a appris des principes de thermodynamique quand on était à l'école, au lycée de mémoire. Et le premier principe, c'était la loi de conservation, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie, c'est pas quelque chose qui vient par l'opération du Saint-Esprit. L'énergie, elle se transforme, elle se consomme pas. Donc, dans un monde qui est semi-clos, on peut imaginer que, comme la Terre, on ne peut pas transformer de manière infinie l'énergie. Il y a une deuxième loi de la thermodynamique qui dit que lorsqu'on transforme cette énergie, elle devient de plus en plus diffuse, moins exploitable. On appelle ça l'entropie. Donc, en gros, si on met un jerrycan d'essence dans sa voiture, elle va bouger, il va y avoir un mouvement cinétique. Ça va créer de la chaleur, mais cette chaleur-là, on a du mal à la réutiliser pour refaire quelque chose derrière. On peut s'en servir pour chauffer l'habitat quand il fait froid, mais en gros, ça limite quand même l'exercice. Donc en fait, on sait que notre économie, notre manière de créer de la richesse, ça sera profondément lié à la consommation d'énergie. Souvent, on explique qu'il y a une corrélation totale et on a du mal à avoir ce phénomène de découplage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer de la richesse en réduisant de manière significative sa consommation d'énergie? La réponse est non. Sauf si les IA, par exemple, qui seront très consommatrices, qui le sont déjà d'énergie, parviennent à optimiser et se montrent de plus en plus efficaces quant à leur consommation énergétique. C'est vrai. L'IA va permettre d'optimiser pas mal de modèles énergétiques. Par contre, ça induit aussi des effets rebonds. C'est-à-dire que généralement, quand on optimise quelque chose, l'IA, par exemple, elle permet des nouveaux services, mais ces nouveaux services vont amener beaucoup de monde à utiliser ces nouveaux services et de manière assez exponentielle, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on optimise, on le perd parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc, ce qu'on appelle cet effet rebond qui vient contrarier les optimisations possibles par l'IA. Oui, c'est comme vous savez le débat sur le périphérique à Paris. Ah, mais si on rajoutait une file de voitures, ça permettrait de désengorger. Non, ce serait peut-être au moins autant embouteillé parce que ça attirerait encore plus de voitures, de conducteurs. Au bout de la chaîne, il y a aussi le nucléaire qui permet de fournir une grande quantité d'énergie pour pas trop cher et sans trop polluer, en tout cas en termes de CO2. Et au bout de la chaîne du nucléaire, il y a la fusion, la technique ITER qu'on développe depuis plusieurs décennies. C'est long, c'est compliqué, c'est un petit soleil. Mais ça pourrait nous aider à résoudre notre équation peut-être un petit peu plus vite. Est-ce que vous intégrez tout ça dans les dynamiques des années à venir ou est-ce que c'est encore trop lointain pour que ça ait un quelconque impact? Alors vous avez parfaitement raison, c'est intéressant parce qu'il y a des programmes de recherche comme l'ITER, cette fusion nucléaire. Ce qu'il y a, c'est que tous ces outils-là ou toutes ces recherches, elles vont aboutir quand? C'est-à-dire qu'il y a des recherches. Alors pour le moment, ça reste dans des phases de recherche. Après, s'il y a une opération, une déclinaison industrielle, on s'inscrit dans un temps long. Donc, il y a plusieurs scénarios sur le sujet. Ceux qui sont optimistes expliquent que c'est potentiellement accessible via 2035 et les plus pessimistes ou les plus prudents vont dire 2060. Donc, on voit bien que le spectre est assez large et on est un peu sûr de rien par rapport à ça. En attendant, donc, on est face à des goulots d'étranglement qui
qui nous attendent dans les prochaines années, avec cette consommation l'IA, cette demande croissante. Ça nous promet des conflits géopolitiques autour de l'énergie. Ces conflits ils iront croissant. C'est une certitude, Eric. On le voit. Je crois qu'on le voit quand même. C'est que l'impérialisme économique de Trump, depuis son élection, on a vu que c'est assez musclé. L'annexion du Canada, acheter le Groenland, on revient vraiment à des sujets énergétiques, de matières premières énergétiques. Oui. Les premiers décrets qui ont été signés par Donald Trump, c'était vraiment sur la souveraineté énergétique des États-Unis. Les plans quinquennaux chinois, c'est à peu près pareil, c'est l'obsession. En 2021-2025, le sujet de l'énergie était complètement central. Dans les prochains, c'est sûr que ça va devenir un sujet. Et en Europe, on voit qu'on est un peu fébrile sur le sujet quand même. L'Allemagne est en récession, notamment parce que ces industries lourdes, elles fonctionnent plus avec notamment le gaz russe, mais avec du gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis, qui est beaucoup plus cher et qui rend les entreprises allemandes moins efficaces sur le sujet. Et c'est là qu'on voit, par exemple, que Mme van der Leyen décide ou a émis l'hypothèse que finalement, le nucléaire, il y a un revirement de situation, un peu comme notre président, que le nucléaire, finalement, serait quelque chose de pilier pour le mix énergétique européen.